Tout de suite que j'ai été assez étonné de l'invitation qui m'a été faite par Marie-Eugénie et Nicole d'aborder ce thème en votre compagnie parce que, en fait, je ne connais pratiquement rien au sujet et j'ai été encore plus étonné quand j'ai reçu le programme de la journée et constaté que j'ouvrais la rencontre et qu'on m'avait donné comme titre à la communication la catégorie des jeunes nefs. Et c'était à l'origine promesse et limite. Alors, tout de suite, je dois vous signaler que j'ai inversé la dernière partie du titre, donc c'est la catégorie des jeunes nefs, limite et promesse. Et ces changements s'imposent à mes yeux pour souligner d'abord les limites de mes connaissances sur les jeunes nefs, puisque avant d'être invité à cette rencontre, je ne connaissais pratiquement rien à cet acronyme et je n'ai évidemment jamais conduit d'enquête ou d'études sur le sujet. Deuxièmement, c'est pour souligner aussi ce renversement du titre, les limites de cette catégorie qui m'apparaît d'emblée suspecte du fait qu'elle me semble péjorative si on l'applique à la jeunesse, que par exemple le secrétariat à la jeunesse est censé considérer dans sa politique gouvernementale qui est en voie d'élaboration, puisque, à mes yeux, est-ce qu'on peut sérieusement penser que la majorité des jeunes peut être associée aujourd'hui à une bande de nini? Les limites aussi, troisièmement, pour souligner les limites de cette catégorie qui, en effet, ne manque pas de suggérer que les ninis en question correspondent à des problèmes auxquels il faudrait remédier sans faute. Pour souligner, quatrièmement, les limites de cette catégorie qui me semble correspondre à un nouveau buzzword cher aux partisans des indicateurs sociaux et autres statistiques sociales qui n'expliquent rien, mais qu'il s'agit d'expliquer. Et finalement, pour souligner les limites d'une catégorie qui est utile à un État, pour ne pas dire à un gouvernement, qui confond allègrement l'individualisation qui est à l'œuvre chez les jeunes d'aujourd'hui et l'individualisme qui correspond à sa conception du social et de son rôle ou de son intervention dans la société. Alors donc, avant de déceler ces promesses, il est donc requis de mettre en question cette catégorie, pour ne pas dire cette notion, en cherchant d'abord à connaître exactement ce que désigne le terme, puis à l'envisager sous le signe de la vigilance épistémologique à laquelle quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Pierre Bourdieu, a jadis donné son droit dans ses rares considérations sur la jeunesse. En effet, voilà plus de 30 ans, Bourdieu, inquiet des enquêtes sociologiques conduites sur la jeunesse, notait à bon droit qu'avant même de les entreprendre, les sociologues devaient s'obliger à se demander qui sont les jeunes ciblés dans leurs études et du même coup qui ils sont comme chercheurs face à leurs éventuels vis-à-vis invités à collaborer à leurs enquêtes. En d'autres termes, la vigilance épistémologique consiste chez Bourdieu, et là je le cite, à essayer de produire une connaissance des instruments de connaissance à travers lesquels les chercheurs connaissent le monde social des jeunes. Et sur l'élan, dans ce texte, il s'employait à formuler des conseils pratiques aux chercheurs en soulignant qu'ils doivent prendre conscience de leur catégorie de perception du monde social, en se posant des questions toutes simples. Qui suis-je socialement, moi qui dis ce que je dis, étant donné ce que je suis comme chercheur et les variables qui me caractérisent, quelles sont les catégories de perception que j'ai toutes les chances d'appliquer à la personne que je regarde, en l'occurrence des personnes qui sont jeunes. Alors, il va de soi que mon intention n'est pas ici de faire une leçon de sociologie. Il s'agit simplement de vous informer qu'en ma qualité de sociologue, je dois donc me plier à cet exercice que représente la vigilance épistémologique pour envisager cette catégorie de jeunes nefs. Alors, un bref survol, parce que j'ai fait quand même mes devoirs, un bref survol des définitions associées aux jeunes nefs montre d'abord que l'expression ne correspond nullement à une notion digne de ce nom, puisque, loin d'être univoque, elle recouvre une foule de définitions différentes, selon qu'elles soient conçues sous l'optique théorique ou aux fins pratiques que sous-tendent les indicateurs de performance ou les statistiques sociales utiles à l'administration publique ou à la bureaucratie gouvernementale. Alors, l'acronyme NEV découle du terme anglais Need, Neither in Employment, Education or Training, qui désigne, on le sait, les jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation, et de ce fait, et là je cite
un texte de l'Institut de la statistique du Québec qui n'accumule pas de capital humain par les moyens traditionnels que sont l'éducation, la formation et l'emploi. Alors, sous ce chef, au Québec, pour des raisons d'études statistiques, la catégorie NEF englobe essentiellement les personnes au chômage et les personnes inactives sans raison précise. En Europe, par contraste, la même catégorie inclut les personnes reconnues non disponibles, comme celles qui ont des responsabilités familiales ou qui sont malades. Elle regroupe également les personnes dites désengagées, soit des personnes ne cherchant pas d'emploi, soit les personnes qu'on qualifie NEF volontaires, comme celles qui voyagent ou qui sont activement engagées dans des activités comme l'art, la musique, le bénévolat et les expériences d'auto-apprentissage. Au Japon, où l'acronyme a pris corps, dans les journaux de ce pays, la catégorie désigne, et je cite, la part de plus en plus importante des jeunes exclus ou vivant délibérément en dehors de tout système social et qui sont considérés de ce fait comme de véritables parasites sociaux. Alors, si la notion semble au premier abord équivoque et fragile, elle paraît néanmoins utile en pratique pour pouvoir envisager les jeunes apparemment en panne d'intégration sociale, du fait qu'ils sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation. La sociologie ne se fait toutefois pas faute de montrer la relativité de cette conception de l'intégration sociale qui, fondée sur la formation à l'école et sur l'emploi, s'est affermie durant la période des 30 Glorieuses, aujourd'hui révolue. En effet, l'American Way of Life, qui s'est formé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a connu ses premiers ratés dès la crise du pétrole de 1973, qui a largement contribué à l'éclatement du travail salarié et du même coup de la société salariale. Le règne de la flexibilité et de la précarité est venu gravement miner l'intégration à la société sous le signe de la continuité, en fonction de laquelle l'individu, dès l'adolescence, trouvait sa place en quittant les études, en décrochant un premier emploi, souvent permanent, en quittant le domicile familial et en formant un couple suffisamment stable pour fonder une famille. Alors, sous ce chef, impossible d'imaginer des jeunes en proie au nini. La sociologie de la jeunesse s'est vue forcée de rectifier le tir pour pouvoir expliquer les jeunes d'aujourd'hui. En effet, voilà 30 ans déjà, Olivier Galland s'est fait fort d'expliquer la jeunesse en théorie, en proposant de la concevoir à l'inverse de l'âge adulte, correspondant dans son esprit à l'autonomie et à la responsabilité, contraire à ce qu'est être jeune. Sur le plan théorique, la jeunesse correspond au franchissement successif des 4 bornes que sont, dans l'ordre, la fin des études, l'insertion dans le marché du travail, le départ du foyer familial et la formation d'un couple stable. Après les avoir franchis continuellement et sans interruption temporelle, la jeunesse prend fin et tout individu, peu importe son âge, peut être considéré en théorie comme adulte et intégré à la société. Au grand dam de son auteur, la théorie a fait naître une représentation de la jeunesse en vertu de laquelle les jeunes entrent dans la vie adulte et s'insèrent dans la société en passant sans accroc et sans arrêt d'une borne à l'autre. Sur la base de cette théorie, difficile en effet de concevoir que les parcours d'insertion des jeunes en voie d'être adultes puissent être sujets à des ratés, des retours en arrière ou des arrêts momentanés. La théorie induit elle-même cette représentation selon laquelle les trajectoires biographiques des jeunes est rectiligne et irréversible. En bref, sous cette optique, la théorie contribue à envisager les jeunes sans que ceux-ci ne soient en aucun cas sujets à être nini, ni à l'école, ni en emploi, ni en formation. Sans le rendre principal responsable de cette représentation pour le moins relative, Galland, de par sa théorie, impose à mains égards la conception en vertu de laquelle l'entrée dans la vie adulte et en corollaire l'intégration à la société se forme sous le signe de la continuité sans arrêt. Être nini, ou en d'autres mots jeune nef, enfreint la théorie et, à bien des égards, déroge à la conception normative qu'elle sous-tend en filigrane. La théorie fait ici office de norme et gouverne une conception qui a valeur de modèle ou de pattern en vertu duquel être nini, nef,
s'établit sous un signe négatif ou péjoratif. Si on le sait, Galland a fait marche arrière en la matière, à la lumière de ses récentes enquêtes, en reconnaissant de bonne grâce que les trajectoires biographiques des jeunes sont réversibles et loin d'être continues en termes temporels, la conception de la jeunesse issue de la première formulation de sa théorie reste toujours vivante. Sur cette base, la catégorie jeune-nef ne manque pas de prendre une valeur péjorative, en vertu de laquelle ils peuvent être envisagés comme parasites sociaux, non plus dans les journaux, comme au Japon, mais sous l'égide de la théorie sociologique, susceptible de féconder des décisions responsables de la politique jeunesse. Faute d'avoir conduit des enquêtes sur le sujet, je voudrais donner ici un exemple pratique, concret de cette conception négative des ninis en vigueur dans une institution sociale comme l'université. En ma qualité de directeur des études supérieures de mon département, il m'a été donné d'entendre récemment un exposé fleuve sur les jeunes et les études supérieures dans un monde en mutation. La haute direction de mon institution se scandalisait de constater la montée en flèche du nombre d'étudiants dits invisibles, responsables de sa piètre condition financière actuelle. En termes clairs, nombre d'étudiants et d'étudiantes inscrits au programme d'études supérieures disparaissent subitement et sans raison des registres officiels de l'institution sans avoir décroché leur diplôme. Les suspensions, les reports, les congés sabbatiques et le non-respect des délais expliquent aux yeux des dirigeants universitaires cette tendance lourde de nini, ni inscrits dans les programmes, ni susceptibles de payer des droits de scolarité, mais néanmoins enclins à venir en bibliothèque, à continuer d'être dirigés en catimini par leurs professeurs, à participer aux activités étudiantes de manière plus ou moins clandestine. Les directeurs des études supérieures ont donc été invités à concevoir des mesures et des règles plus ou moins punitives ou coercitives pour remédier à la situation et surtout, vous le devinez, pour faire réapparaître ces étudiants dans les données officielles de l'établissement sur la base desquelles l'État québécois lui verse son financement public. Le sociologue présent sur place devait évidemment, comme toujours, jouer le trouble-fête en rappelant que le monde en mutation implique sans doute des changements dans le monde étudiant, des changements à ce point important qu'on parle aujourd'hui des mondes étudiants. Les ninis pointés du doigt de manière dépréciative du fait qu'ils ne respectent pas les délais ni les règles et viennent ainsi compromettre les indices de performance de l'institution correspondent à mes yeux aux étudiants chez qui se manifeste le nouveau rapport aux études, selon lequel le déroulement du programme d'études n'obéit plus aux injonctions administratives en vertu desquelles il devait être jadis conduit sans interruption et sous le signe de la continuité. Pourquoi déprécier les ninis à la lumière des indicateurs de performance des universités, alors que dans un domaine comme le mien, la sociologie, ils forment pratiquement la majorité des étudiants? Et cela d'autant que cette tendance, c'est-à-dire ne pas respecter les délais et les obligations des programmes, se décèle également en médecine chez les gens sérieux, comme le révèle une enquête que j'ai dirigée sur le sujet, à la lumière de laquelle on constate cependant, bien évidemment, que les ninis sont évidemment loin d'être majoritaires. Il paraît donc vain aujourd'hui de se scandaliser en constatant qu'ils sont légion, les étudiants et les étudiantes, à s'accorder un congé sabbatique, à retourner dans leur région pour faire le point et surtout à enfiler un sac à dos pour découvrir le monde et devenir ainsi des ninis parasites aux yeux des autorités universitaires. Sur le sujet, je dirige actuellement un étudiant, Olivier Delétoile, qui, dans son mémoire de maîtrise, cherche à montrer, sur la base d'entrevues recueillies auprès de backpackers étudiants, que mettre le sac sur son dos et s'éclipser pour être ni aux études, ni en formation, ni en emploi, correspond à un rythme en voie de s'imposer dans les rangs étudiants et peut, dans certains cas, se muer en un nouveau mode de vie qui ne manque pas d'attrait pour entrer dans la vie adulte et s'intégrer à la société, une société élargie au monde à l'ère de la globalisation.
À l'époque où elle présidait le Conseil supérieur de l'éducation, la sociologue Céline Saint-Pierre, qu'on a trop tendance à oublier, avait déjà identifié la tendance en invitant le gouvernement d'alors à considérer que voyager sous l'égide de l'aide humanitaire, être bénévole, agir comme aidant naturel ou jouer le rôle d'animateur communautaire sans être rétribué correspondait à des activités citoyennes que l'État québécois devrait officiellement reconnaître comme capital humain, distinct de celui que représente être à l'école, au travail ou en formation. Dans cette voie, il paraît opportun de concevoir positivement les jeunes adeptes du Nini. Sur le sujet, difficile de ne pas faire état du récent ouvrage de Patrick Saint-Gaulani, sociologue français, qui propose d'envisager les Nini comme les artisans des révolutions précaires auxquelles les jeunes d'aujourd'hui sont contraints de participer en raison de l'éclatement de la société salariale. En effet, selon lui, du fait que la flexibilité et la précarité font loi, les jeunes se voient forcés de déroger aux règles de l'école, du travail et de la formation et d'adopter ce qu'il appelle des tactiques de contournement qui souvent les rendent invisibles, particulièrement dans les données officielles. Alors, il écrit à ce propos, dans l'intention d'expliquer les jeunes d'aujourd'hui sous l'optique de l'individualisation responsable d'une volonté ferme à déroger aux normes ambiantes, et je le cite, « La jeunesse, depuis la fin du 20e siècle, est massivement passée à un modèle d'expérimentation qui laisse une place beaucoup plus grande à l'autodétermination de soi et de sa place dans la société. Ce modèle a multiplié les hybridations du travail et de l'activité, activité distincte du travail régulier, du travail et du loisir, en lien avec les intermittences et les discontinuités qui ont sa faveur. Dans cette temporalité transitionnelle, de plus en plus présente au sein de la jeunesse, la vie ne se résume plus au cadre normatif de la société salariale, mais se constitue par un empilement d'activités parallèles ou consécutives afin que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes aient les moyens de faire ce qui leur plaît et ce qui leur apparaît, fût-ce en se berçant d'illusions, comme une certaine forme d'excellence liée à leur propre personne. Alors, sans vouloir conclure en affirmant que les sociologues ont toujours raison, il importe pour ces derniers d'expliquer les jeunes que l'on associe, à tort ou à raison, à la fameuse catégorie NEF. À mes yeux, le rapide portrait fait de cette jeunesse, sous ses traits positifs et péjoratifs, s'explique à la lumière de l'individualisation à l'œuvre dans les sociétés actuelles. Sous cette notion distincte de l'individualisme, susceptible de les représenter comme des parasites, comme on l'a vu précédemment, les jeunes sont conçus comme des individus enclins à agir par soi-même et de leur propre chef. La tendance correspond à ce que Touraine préfère appeler la subjectivation, qu'il associe, et je le cite, à une montée vers soi-même comme porteur de droit, né de la confiance en soi et en l'être humain comme porteur, né de la confiance en soi et en l'être humain, en même temps que de l'opposition à tous les obstacles sociaux et politiques à la réalisation de soi. Selon Touraine, la subjectivation en vigueur crée le besoin d'être acteur, capable par exemple de remédier, et je le cite à nouveau, au mal de la jeunesse d'aujourd'hui, moins lié au désir d'acquisition de nouveaux biens qu'à la perte d'identité et au sentiment qu'éprouvent les jeunes d'être privés du droit d'être les acteurs de leur propre vie. Le besoin d'être acteur, devenu irrépressible chez les jeunes, se manifeste en cherchant à se doter de qualités distinctes dans l'intention de les exhiber afin de pouvoir être soi-même ou plus exactement avoir droit d'être soi-même. Nicole me trouble avec son affiche. En toute hypothèse, est-on fondé à penser qu'être nef correspond à une qualité en voie de devenir une valeur permettant aux jeunes d'être distincts de l'âge adulte, amalgamés dans leur esprit, à la vie en société sous le signe de la continuité, contraire à la flexibilité et à la précarité de leur vie, en vertu de laquelle ils sont sujets à être nini pour le meilleur comme pour le pire.
Cette trop longue digression théorique ne m'empêchera pas, ni Nicole d'ailleurs, ne m'empêchera pas toutefois pas de vraiment conclure mon exposé en répétant le souhait que j'ai maintes fois fort exprimé ici dans les murs de l'Observatoire Jeunes et Société d'entreprendre une enquête longitudinale, quantitative et qualitative auprès d'une cohorte représentative de la jeunesse, enquête susceptible de permettre aux chercheurs, aux dirigeants publics et politiques et aux auteurs des politiques jeunesse du Québec d'envisager la jeunesse sur la longue durée, de manière à pouvoir connaître exactement comment elle entre dans la vie adulte et s'insère dans la société. Faute d'une telle étude, comment savoir aujourd'hui que les ninis, les jeunes ni à l'école, ni au travail, ni en formation, le sont momentanément pour déroger aux normes, comme c'est la règle quand on est jeune, au risque d'être considérés péjorativement comme parasites sociaux, ou inversement, le sont pour donner acte à un nouveau mode de vie, issu des révolutions précaires dont ils sont les artisans, de gré ou de force. Faute de pouvoir s'appuyer sur une telle enquête, l'État québécois doit pour l'heure, dans sa nouvelle politique jeunesse, s'interdire de représenter la jeunesse dans son ensemble sous cette catégorie de nef qui, à mon humble avis, comporte plus de limites que de promesses. De ce fait, le gouvernement actuel ne doit pas profiter de ce prétexte que sont les réductions budgétaires pour réduire son rôle de soutien aux jeunes en les enjoignant de ne pas être des parasites sociaux, mais en contribuant à ce que leur intégration à la société soit éventuellement sujette à être nini, provisoirement ou non, si tant est que cette condition leur est utile pour satisfaire le besoin d'être acteurs de leur propre vie. Enfin, sans nul doute, cette enquête, et seulement pareille enquête, m'aurait permis de répondre pertinemment et intelligemment à la question qui m'était posée, être jeune nef, limite ou promesse. Merci.